En fait, j'ai rencontré l'équipe de décoration au départ qui m'a présenté à Jean-Jacques et par contre le film était déjà entamé, donc les maquettes, etc., voire les fresques étaient déjà commencées, donc déjà prévues. Et c'était un petit peu compliqué en fait de prévoir une deuxième équipe déco ou ce genre de choses, donc c'était un petit peu trop tard pour ça. Donc j'ai fait plutôt du conseil et la doublure d'Olivier Martinez pendant le film. Et puis l'équipe déco a réalisé des fresques, mais pas forcément à la bombe. Il y avait certainement un petit peu de bombe sur la fresque, mais il y avait aussi du pinceau, du rouleau, du pistolet certainement et du pochoir. Wow, super. En fait, ils avaient, comme on voit là, appliqué des panneaux de bois par-dessus un vrai mur existant, puisqu'on n'avait pas le droit de peindre le mur, puisque c'est du vandalisme, et donc il faut surtout pas soutenir ça, même si le mur aurait pu être repeint derrière, mais bon bref. Donc ils ont fabriqué un faux mur sur lequel il y avait différents stades de la dite fresque. Et donc quand on voit peindre Olivier, il y a la plupart du temps, en fait, je peins à sa place puisqu'il y a quand même un mouvement, une dextérité qu'on ne peut pas apprendre en quelque temps. Oui, alors ça c'est la fresque du film qui est censée avoir été réalisée en une nuit de temps, ce qui est impossible parce qu'elle est beaucoup trop grande. En plus, il faut un échafaudage, donc faire une fresque de cette taille-là en rappel en une nuit, c'est impossible. Mais bon, pour les besoins du film, c'est quand même joli, quoi. Voilà. Après, c'est techniquement pas possible. C'est beau, hein? Cette couleur. C'est nul. Et ça aussi, c'est une fresque qui avait été prédessinée par une artiste, je crois, et qui a été réalisée ensuite par l'équipe décoration avec différentes techniques, certainement au pistolet. Il a fait quelques trucs quand même. Quand on voit son visage, il est obligé de peindre, donc il fallait qu'il s'entraîne. On mesure un petit peu la dextérité du geste, du mouvement et de la précision, justement du geste du graffeur par le fait qu'il puisse faire à la main levée sans avoir aucun rapport réel, physique avec le support donné, puisque c'est à la bombe, donc on a toujours une distance. C'est ça la particularité de cette technique-là, justement, cette distance permanente et on peint dans le vide, quelque part, même si c'est devant un support, mais on peint dans le vide, à la main levée. Ouais, ça c'était drôle. On a profité, en fait, pour improviser une espèce de cabine de peinture ou un studio de peinture, en fait, avec deux parties, une partie complètement dans le noir et une partie où il y avait donc la caméra, etc., pour pouvoir peindre sur une vitre. La particularité, c'est de peindre complètement à l'envers, puisque c'est une vitre, donc il faut tourner la peinture d'une part, mais aussi techniquement commencer par la fin, en fait, c'est-à-dire d'abord faire les contours et les lumières et remplir, etc., etc. Donc revenir en arrière, remonter le temps en quelque sorte. Puis la vitre, c'est particulier quand même parce qu'on voit à travers avec la lumière, il y a les coulures, avec l'humidité en plus. C'est particulier à peindre une vitre à cause de la transparence justement. Et il faisait très chaud. Avec l'odeur de la bombe, c'était particulier quand même. Parce que je ne pouvais pas porter de masque là, normalement j'en porte toujours parce que ça peut être dangereux, mais là comme j'étais habillé tout en noir, c'était difficile d'avoir un masque, même si j'avais un tissu. Là on voit particulièrement la fumée de peinture, enfin c'est des pigments de peinture, et puis les solvants, les gaz, on faisait des apparitions simultanées, Jean-Jacques et moi. Au lieu de le faire justement avec de l'image de synthèse, qui est assez, à mon sens en tout cas, froid, là, le faire en vrai, à l'envers, c'est intéressant, je pense.
En fait, il y a trois grosses familles. Donc là, comment dire, c'est un genre de graffiti, il y en a plusieurs, il y a par exemple le pochoir, etc. Là, il s'agit d'écrire son nom, principalement, ça s'appelle du writing, puisqu'on écrit notre nom, c'est le terme exact. On dit souvent tag, mais on a tort, puisque le tag, c'est un terme américain qui définit une griffe personnelle. Du style, les étiquettes qu'on accroche sur les valises, par exemple, sont appelées des tags. Un logo sur n'importe quoi est un tag. Donc là, en l'occurrence, le tag est une signature personnalisée, une calligraphie. Une phrase, par exemple, écrite sur un mur à la bombe, n'est pas un tag, puisque c'est pas une signature. Donc si on met j'aime machine ou autre chose, non, c'est pas un tag. C'est une phrase écrite à la bombe, mais c'est pas un tag. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le throw-up. Pour traduire, ça s'appelle un dégueulis. Parce que c'est dur à dire, on a appelé ça souvent un flop en français, mais en gros, c'est déjà une série de lettres ou une abréviation du nom, voire le nom entier, dessiné par le contour, mais le contour est gardé très simple, souvent très arrondi, avec des lettres très très rondes, qu'on appelle des lettres bubble, et très souvent pas remplies complètement. Et ensuite, il y a la dernière étape, qui est la pièce finie, le graphe pour simplifier, qui là est une série de lettres dessinées par le contour, avec un intérieur, une perspective, une ombre, un fond, des décorations comme des personnages qu'on appelle des caractères, ou des scènes, ou des symboles, etc., etc. Voilà. Et après, il y a des milliers de styles différents pour définir un petit peu le style compliqué qu'on appelle wild style, pas compliqué comme des lettres au bâton par exemple qu'on appelle des block letters. Et voilà, c'est tout un jargon, c'est tout un métier. Voilà. C'est né avec l'apparition de la bombe de peinture, puisque c'est un moyen, une technique relativement récente, pratique, rapide. La peinture sèche rapidement, c'est relativement propre parce que on n'a pas besoin de pinceau, de rouleau, de trucs. Voilà, quand on a besoin d'une teinte, on prend la teinte et on l'applique directement sur un support, qu'il soit plat ou pas, c'est pas très grave, donc c'est pratique. Les bandes des États-Unis à l'époque marquaient leur territoire par ou le nom du chef ou le nom du gang, etc., etc. Par la suite, en fait, il y a des gens qui se sont dit, pourquoi pas moi, au lieu de faire partie d'un clan, en fait, je vais me faire de l'autopublicité à moi tout seul, de façon paisible, au lieu d'être dans cette mouvance de bande, etc., etc. Donc la démarche à la base, elle est très positive. Et donc de là se sont créés des groupes, non plus des bandes, mais des groupes de graffeurs. Et tout ça, ça a été exporté tel quel de New York, surtout, pour arriver partout. Donc voilà, c'est une culture globale, paisible, et qui a une démarche finalement constructive, créative, et ça s'arrête là, sans aucune restriction. Voilà, c'est plutôt ça qui m'a attiré vers cette culture-là, puisque ça m'a permis de partager une même passion avec des gens très différents que j'aurais jamais pu rencontrer autrement. C'est une vraie nuisance pour la société. C'est comme dans tout, en fait, l'être humain il n'a pas le temps, donc il fonctionne souvent par cliché, parce que c'est plus facile, c'est pas forcément plus intelligent, mais en tout cas c'est plus simple, plus rapide. Et donc là aussi, on fait souvent peinture à la bombe, tag, rap, banlieue, ghetto. Voilà, point. Et donc,
je suis souvent confronté à ce genre de choses, mais c'est particulier, enfin plus le cas en France en tout cas. Pourquoi, je n'en sais rien, mais c'est surtout une question de mentalité et pas une question de nationalité du tout, parce qu'en fait il y a des gens qui fonctionnent comme ça, parce que c'est comme ça, c'est plus simple, et ils cherchent pas à comprendre, ni à apprendre, ni à s'ouvrir. Donc on prend le cliché en place, on décrète que c'est comme ça et on sort plus de ce truc-là, ce qui est un petit peu dommage, puisque c'est pas la réalité en fait. Donc voilà, c'est un peu dommage. Mais c'est le cas dans tout. On peut faire des fresques murales, on peut faire des expositions, on peut faire du design, on peut faire plein de choses. Et d'ailleurs, grâce à cette forme d'expression, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont pu rebondir pour faire un métier plus conventionnel, par exemple de l'infographie ou de l'illustration, des choses comme ça. Et puis voilà, donc c'est une formidable école en fait, mais voilà. J'ai vraiment peint sur quasiment tous les supports, surtout quand ce sont des murs ou des supports publics, donc ils sont surtout pour le public. C'est fait pour rendre joli en fait, pour améliorer. Voilà. Après les couleurs c'est autre chose, mais en règle générale, par expérience, même quand les gens n'adhèrent pas esthétiquement en fait à la peinture donnée, ils préfèrent quand même voir une fresque dans laquelle on peut éventuellement se perdre, voyager, etc., qu'un mur monochrome, voire sale ou un peu gris, quoi. Et puis il y avait ce mur-là, qui est un mur en Belgique, et je me suis un peu inspiré du contexte général. Ça se trouve dans une espèce ici on dirait peut-être une cité ou une résidence, ça dépend où on se trouve. En tout cas, il y a plusieurs immeubles qui sont entourés de deux mosquées en fait. Une mosquée kurde, enfin turque, et une mosquée marocaine. Et donc les Turcs, entre les Kurdes et les Turcs, ont déjà un problème, et entre les Turcs, Kurdes et les Marocains, il y a un autre problème. Voilà, donc ça crée une espèce d'ambiance un peu malsaine dans ce quartier-là en fait. Et l'idée que j'ai eue, c'est d'une part de constituer une équipe internationale de gens qui n'ont rien à voir avec cette culture-là ou cette façon d'interpréter une foi quelconque, pour montrer d'une part qu'on est peut-être capable de respecter quelque chose qu'on connaît mal. J'ai choisi une partie d'une sourate en fait du Coran que je connais pas bien, mais qui parle de la tolérance en fait. Et donc c'est le fond de cette fresque-là. Les couleurs, le vert et l'or, c'est pas anodin. Enfin tout ça, le fait qu'il n'y ait pas de personnages, c'est pas anodin non plus. Ça s'est passé simplement et de façon très agréable. Au début, c'était un petit peu bizarre, mais en fait, finalement, avec ce contexte-là, il y a eu les gens, en fait, même si c'était pas des amis après, mais en tout cas, ils se sont tolérés mutuellement face à ce mur-là. Les imams des deux mosquées sont venus nous voir et nous ont fait visiter les mosquées en question. Ce qui, pour des non-croyants et des païens comme nous, en fait, est un témoignage de respect assez profond de la part d'un musulman, un imam en fait, puisque normalement en fait des non-musulmans n'ont pas le droit d'accéder à l'intérieur d'une mosquée. Comme quoi, tout est possible. Donc ça c'est un mur de 30 mètres de haut qui se trouve à Hambourg. C'était un projet aussi de très longue haleine parce que même s'il y avait pas mal de fresques réalisées à la bombe à Hambourg ou en Allemagne en général, là en particulier il n'y a jamais eu de grosses fresques, en tout cas de cette taille-là, à Hambourg à l'époque. Donc il y avait tout un groupe qui s'était créé pour se mobiliser, pour essayer d'embellir justement ce quartier-là. Par la suite, ça figurait dans le livre Guinness des records allemand pour être la fresque la plus haute réalisée par cette technique-là. Après, ça a suscité une espèce d'envie d'en avoir plus, et donc la ville d'Hambourg, qui est un état en soi,
On a fait faire pas mal. Ça c'était marrant, ça c'était une fresque pour la ville de Niort, pour l'année du dragon, donc l'année 2000. Et c'est pour ça qu'il y a le dragon au milieu, mais voilà, le lettrage tout autour. C'était la Coupe du Monde 98, c'était en face du stade de la Beaujoire à Nantes. L'idée c'était pas trop de faire une fresque illustrative sur le football. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est plus cette réunion autour d'un événement, quel qu'il soit, de façon paisible, encore une fois, de plein de gens venant de partout. Et donc j'ai constitué une équipe pareil internationale et on a peint un petit peu tous les symboles et nationalités des équipes qui jouaient sur place, etc. Et c'est pour ça aussi que cette fresque-là elle est très spatiale en fait, très universelle au niveau esthétique encore une fois. Donc c'était plus ça l'idée. J'ai toujours dessiné, c'est mon moyen d'expression visuelle parce que c'est comme ça, c'est mon caractère, voilà. L'image en général m'a toujours intéressé, c'est comme ça que je m'exprime. Beaucoup plus facilement d'ailleurs qu'avec la rhétorique par exemple. J'ai cherché, j'ai fait plein de choses, des dessins de tout genre, et puis un jour en fait, de par mon intérêt pour la culture hip-hop, la musique, etc., donc ça s'est un peu combiné, et puis surtout la technique, la démarche existait déjà, d'aller dans la rue et de peindre, d'offrir des peintures au public en fait. Cette démarche-là était déjà existante avec d'autres formes de graffiti. Et puis à travers tout ça, en fait, je me suis mis un jour à écrire mon nom et de préférence de la façon la plus jolie, que je trouvais la plus esthétique possible. Cela dit, je pense que tout être humain, quelque part, a cette démarche-là, sous une forme ou une autre, puisque Jean-Jacques il signe son film, un écrivain va signer son bouquin, voilà, quelqu'un qui se fait voter, il met son visage sur une affiche, et l'applique partout, ceux qui tombent sous la même loi d'ailleurs. Voilà, donc c'est une démarche qui est naturelle, humaine. Après c'est peut-être très de base, ça c'est un autre débat, mais voilà, c'est la mienne. Je suis le tagueur hagard, je bombe les murs des gares, les guichets et les wagons, les quais, les piles de pont. Abri dessous devanture, car au béton c'est l'aventure. N'importe quoi je m'en fiche, pourvu que je m'affiche.